Alors, en Belgique, euh, en Belgique dernièrement, il est sorti pas mal d'articles sur les emplois, voilà, sur le fait qu'il y avait tant de patrons qui recherchaient des employés, que putain, mais c'est dur, vous savez, je cherche depuis 4 ans un maçon, un machin, et je n'en trouve pas. Il y a une ou deux semaines, on a vu aussi les politiciens, notamment à droite, hein, le MR notamment, pour ne pas citer de nom, Georges Louis Boucher, qui avait proposé de mettre les chômeurs dans des formations obligatoires pour les métiers en pénurie, hein, sans se poser la question de pourquoi ces métiers étaient en pénurie. Et voilà, je vais pas cacher mes opinions politiques. Je trouve au contraire que c'est hyper important pour se forger une opinion, surtout quand on regarde ce genre de vidéos qui sont des opinions. Moi je suis de gauche, comme vous le savez, et ça m'a un peu énervé de voir ces articles passer comme ça dans le journal. Pourquoi ça m'a énervé? Pas juste parce que, voilà, moi je vous avoue que quand je vois passer des articles comme ça, je les lis toujours parce que je me dis, bah tiens, c'est marrant, il faut toujours regarder quels métiers sont en pénurie, pourquoi, etc. et s'informer parce que c'est hyper important. Parfois, il y a aussi, voilà, parfois c'est vrai, il y a des métiers qui sont en pénurie et qu'on ne connaît pas. Et pourquoi pas, ça pourrait nous plaire, on ne sait jamais. Enfin, voilà, je suis un peu dans cette idée-là. Bref, le bisounours de gauche, quoi. Et en fait, là, ce qui m'a énervé, c'est que petit à petit, en fait, ça, voilà, il y a plein d'articles comme ça qui sortent. Des articles, des articles. Et en fait, il n'y a jamais d'articles qui sortent sur le fait que c'est, on va dire, l'inverse. À quel point il est difficile de trouver un emploi et surtout pourquoi, en fait, ces métiers sont en pénurie. Alors oui, il y en a eu un ou deux comme ça, par-ci par-là. Mais ce qui m'énervait, c'est que, notamment dans le soir, eh bien, je trouvais que ces articles étaient beaucoup moins mis en avant que les propos, notamment du président du MR, qui n'arrêtait pas de dire oui, vous savez, moi j'ai jamais été au chômage, enfin des trucs comme ça, quoi. Bref. Donc, on va en parler parce que. Et on va prendre quel journal, évidemment, le meilleur pour en parler. C'est Mediapart, hein. Je ne vais pas vous cacher que, bah, vous le savez, hein. Il y en a plein qui me le font à chaque fois remarquer. C'est un journal, effectivement, de gauche. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant, en fait, là, pour le coup. C'est le genre d'article que j'aime bien chez Mediapart. C'est quand tout à coup ils font des articles un peu plus profonds comme ça, un petit peu plus fouillés, où ici, voilà, ils vont prendre des témoignages et essayer de les mettre en perspective. Bref, j'aime pas tout ce qu'il y a sur Mediapart, mais j'aime bien les articles de fond. Et ici, je trouvais que c'était un article qui mettait très bien en perspective les différents problèmes qu'il y a sur le marché de l'emploi quand on est chercheur d'emploi. Bref, c'est parti. En quête d'un emploi, traverser la rue ne suffit plus, il faut traverser le désert. Face à la petite musique qui monte sur les patrons peinants à recruter, et c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que en le voyant que c'était sur Mediapart, je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas qu'en Belgique, c'est aussi en France qu'il y a cette chansonnette qui se met. Donc, Mediapart fait entendre la voix de celles et ceux qui cherchent, font des concessions mais ne trouvent pas de travail, même dans des secteurs dits en tension. Témoignage. Postuler, attendre, espérer, déchanter. C'est le quotidien pesant décrit par bon nombre de demandeurs d'emploi. À la suite de notre appel à témoignage, nous avons recueilli la parole de femmes et d'hommes au parcours professionnel, âge et niveau d'études différents. Tous, sans exception, déplorent de n'avoir presque jamais de réponse à leur candidature et ne supportent plus de passer pour des fainéants et des profiteurs. Alors moi j'ai été au chômage aussi pendant un moment et ça a été assez compliqué. Je vais vous partager un petit peu ma vision du chômage. Je sais plus, je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais je suis plus sûr. Mais c'est vrai que le chômage est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que c'est en fait déjà un système qui est hyper dysfonctionnel. C'est-à-dire que tout prend plein de temps. Alors imaginez maintenant avec le Covid, moi je vous parle d'une expérience qui était avant le Covid. Donc par exemple, voilà, moi j'étais syndiqué. Mon syndicat, c'était ouvert de 9h à 10h du matin. Il y avait 1 heure où tu pouvais aller sur place pour avoir un rendez-vous dans la journée. 1 heure. Et je n'exagère rien du tout. Il y avait, quand tu y allais pour avoir un rendez-vous, il y avait 2 salles d'attente. Deux salles d'attente. Donc d'abord, tu allais dans une première, tu attendais une demi-heure, 1 heure, et puis tu allais dans une seconde où tu attendais une demi-heure, 1 heure.
Les gens qui sont, je trouve, en fait, dans ces trucs de chômage, à part certains, la plupart, en fait, sont de hyper bonne volonté et veulent bien faire. Mais tu te rends compte qu'il y a même pas assez de gens, en fait. Par rapport au nombre de personnes, de chômeurs, etc. Et surtout, par rapport à la masse d'administratifs qu'il y a. Parce que justement, c'est bien notamment de durcir les règles pour avoir le chômage, de durcir les conditions, etc. Mais plus tu durcis, plus tu demandes de vérification et plus ça augmente l'administratif, en fait. Et donc, plus tu augmentes l'administratif, plus ça demande du temps aux gens qui s'en occupent, et donc moins ça va aller vite. Et le truc, c'est que plus ça traîne, en fait. Si t'es dans les conditions, après, en fait, tu vas peser, entre guillemets, plus lourd, en fait, à la société. Donc, c'est... Voilà, il faut mettre en perspective, en fait, les conditions d'accès au chômage, parce que c'est vrai que il faut pas que... Il faut peut-être pas, je vais plutôt le dire comme ça, il faut peut-être pas que tout le monde ait accès au chômage n'importe comment, hein. Mais il faut peut-être pas non plus que quand tu ailles au chômage, tu es parti pour 1 an d'administratif parce que c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et que donc pendant 1 an, tu peux pas travailler, ou alors tu dois, quand tu trouves un travail, t'occuper non seulement de ton travail, mais aussi du chômage, de ce qu'il te doit, parce que tu as des factures à payer et que tu vas pas pouvoir les payer le temps de... Enfin, voilà, c'est des trucs qui sont vraiment, enfin je veux dire, importants et pas forcément intuitifs en fait quand on en entend parler. Et moi j'entends beaucoup de personnes notamment critiquer le chômage sans avoir été dedans. Ou alors n'y avoir été que vraiment qu'un tout petit moment, mais genre il y a 20 ou 30 ans. Et le truc c'est que le chômage, ça bouge beaucoup. Donc même moi, mon expérience du chômage déjà, je crois que c'était il y a 5 ans, euh, on pourrait la remettre en perspective. Parce que même encore aujourd'hui, ça a probablement changé, j'entends encore des nouvelles histoires. Alors, de ce que j'entends, c'est pas en mieux, puisqu'il y a la crise de Covid qui est passée entre-temps. Mais justement, ça change super vite et souvent, c'est dans le mauvais sens plutôt que dans le bon. Mais bon, bref. Jean-Michel, 60 ans. Pour les uns, je n'ai pas assez de compétences. Pour les autres, j'en ai trop. Journaliste, Jean-Michel est sans emploi depuis 1 an et demi. Le quotidien local qui l'employait n'a pas renouvelé son contrat, faute de moyens. Il avait trouvé dans la foulée une nouvelle et enthousiasmante collaboration, mais elle a été tuée dans l'œuf par la pandémie en mars 2020. Dans son secteur, il n'y a aucune offre. Jean-Michel, qui survit avec 900 € mensuels d'allocation chômage, postule désormais pour des emplois peu qualifiés d'employés de drive ou d'ouvriers de production en usine. Je n'ai jamais de réponse aux candidatures par courrier ou sur le net, alors je me déplace directement sur le site qui embauche. Et souvent c'est une épreuve. Quand les patrons voient mon CV, ça les fait rire. Je suis journaliste, j'ai 60 ans, mais aucune expérience dans leur domaine d'activité. Un jour on m'a demandé « Mais pourquoi vous êtes là ?»« Parce que j'ai faim », ai-je répondu. Heureusement, tous ne rient pas. Certains ont de la compassion, mais mon âge et mon manque d'expérience sont des freins, on me le dit clairement. Récemment, Jean-Michel a postulé à un emploi dans le domaine de la communication. Il était pour moi ce travail. Tout me correspondait, j'y ai vraiment cru. Mais cette fois, on m'a répondu que j'étais surdimensionné pour le poste. Pour les uns, je n'ai pas assez de compétences, pour les autres, j'en ai trop. Je ne sais plus comment manœuvrer. Que dois-je faire? Mentir sur mon parcours? Mentir pour être employé de drive? Non merci. Et ça, par contre, j'entends blinder. Moi, j'ai notamment plusieurs amis qui m'ont déjà dit « Mais mens sur ton CV. Mens, il faut pas dire la vérité. Si tu veux un taf, tu dis que, voilà, imagine tu cherches dans un bar, mais tu dis que tu as fait ça pendant 10 mois. Tu dis, voilà, tu cherches comme serveur, comme n'importe quoi, même guichetier, tu veux travailler dans l'administratif, mais tu dis que tu as fait ça pendant 2 ans. Tant pis. Et s'ils savent que tu mens, ben tant pis. Il y en a même qui... Alors voilà, c'est normalement... normalement, je crois que ça doit être même illégal peut-être. Mais il y en a même qui s'inventent des diplômes. Enfin, et en fait, moi-même, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais faire la même chose. Parce que les gens... En fait, c'est trop bizarre, mais... c'est vrai que moi, quand j'ai cherché du travail, j'ai eu 2 phases où j'ai beaucoup cherché du travail. Maintenant, je prospecte pour mon propre compte. Mais avant, quand je cherchais vraiment, on va dire, du travail un peu n'importe où, c'est vrai que 90% du temps, j'avais pas de réponse. Et les 10% restants, c'était non, mais votre profil ne vous intéresse pas. Alors que c'était des métiers qui n'avaient pas besoin de compétences particulières. Et c'est ça qui est un peu marrant parce qu'il y a même des métiers où ils se disent en pénurie, où ils trouvent personne. Et malgré tout, ils refusent des gens. Et ça, c'est très bizarre. Ça m'a toujours... je me suis toujours dit, mais pourquoi ces gens vont dans le journal dire « Putain, on recherche 500 personnes » et puis en fait, ils cherchent personne. Et ma théorie d'ailleurs là-dessus, c'est qu'en fait, dans les journaux, ils font des résumés. Ils disent « Ah, mais ils cherchent 500 personnes ». Sauf qu'ils disent pas où ils cherchent 500 personnes. Et parfois, c'est genre
dans le sud du pays en fait, tout dans le sud ou dans des endroits paumés où il y a personne. Et donc du coup ils cherchent des personnes pour travailler là, mais alors ça veut dire que tu dois faire 4 heures de voiture le matin quoi. Et du coup bah il y a peu de gens qui postulent à ces postes là. Jean-Michel tente de tenir bon, mais son moral s'érode. J'oscille entre désespoir et parfois lueur d'espoir quand il y a une offre. Et puis les journées sont extraordinairement longues, j'ai l'impression d'être inutile. Financièrement, c'est très dur. Je n'ai plus de voiture, j'ai vendu mes guitares, je ne peux plus répondre à chaque petit ou gros accident de la vie comme un reliquat des impôts qu'on me réclame actuellement. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu de lumière. On passe à Valérie, 52 ans. Ce qui me frappe, ce sont les offres pour des petits contrats de quelques heures ou quelques jours. Depuis fin août, c'est le retour à la case chômage pour Valérie après une brève éclaircie. Elle vient de terminer un CDD de 6 mois durant lequel elle a fait du contrat tracing pour l'assurance maladie. Grâce à ce contrat, Valérie peut de nouveau prétendre à des allocations chômage. Avant cela, elle percevait 500 € par mois d'ASS, allocation de solidarité spécifique. Et en fait, ça aussi, parenthèse, parce que moi j'ai aussi gagné à un moment donné 400 €. Et même maintenant d'ailleurs, je galère toujours. Et ce qu'il faut savoir, je trouve, c'est qu'il y a une dimension que peu de gens prennent en compte, c'est qu'en fait, ok, c'est bien de baisser les allocations de chômage en fonction des personnes, en fonction de, comment dire, en fonction de s'ils trouvent du travail ou pas, ou de leur motivation, etc. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, plus tu baisses les allocations de chômage, plus ces personnes vont dépendre d'autres choses. Ça va être soit de l'État, par les aides sociales, hein, vous voyez, genre CPS en France, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire le revenu qu'on te donne quand tu es censé te retrouver à la rue sans plus rien. Ou alors tu vas être en arrêt maladie, parce que un médecin va jamais laisser quelqu'un non plus qui dit je peux plus travailler, je peux plus rien faire. Enfin voilà, il va pas laisser ce mec tomber à la rue. Donc tu auras peut-être un congé maladie pour burn-out ou quoi que ce soit. Ou alors tu vas dépendre de personnes autour de toi, que ce soit les parents, des amis, qui vont te prêter de l'argent, des machins. Donc en fait, ça va peser à quelqu'un. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le souci, c'est que, en fait, désolé, on m'appelle, ça m'a déconcentré. Mais le souci, c'est qu'en fait, du coup, ces personnes deviennent dépendantes, en fait. Et plus ces personnes deviennent dépendantes de quelque chose, et plus, en fait, elles vont avoir du mal à sortir de cette dépendance. Et notamment, alors voilà, je vais parler de ma propre expérience, parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Mais moi, à un moment donné, je gagnais 800 € par mois en temps plein, donc 35 heures semaine, et c'était par un stage du chômage. Et en vrai, en fait, c'était délicat parce que 800 €, c'est à la limite de pouvoir vivre justement seul, sans vraiment pouvoir vivre seul, en fait, sans galérer. Donc, du coup, aussi, tout ce qui est cadeau d'anniversaire, etc., t'oublies. Dès que t'as besoin. Enfin, donc, en fait, c'est hyper délicat parce que tu dois faire un choix, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut garder en tête ce truc-là, c'est que plus on rend les gens dépendants et plus ils seront dépendants. Alors je dis pas, encore une fois, hein, c'est pas pour dire « Ah mais il faut filer 2000 balles à tout le monde en net et on s'en bat les steaks que tout le monde est un salaire de ministre ». Mais en fait, c'est juste que je pense que on se rend pas compte du poids que c'est hein, d'être dépendant d'un système et surtout qu'en plus, ça ne vient pas de toi. Comme je le dis, par exemple, quand tu travailles 35 heures semaine et que tu gagnes 800 balles par mois, bah, c'est hyper compliqué de prendre un travail supplémentaire pour les 3 derniers jours qui te restent, ou alors de faire des heures sup parce que ton patron n'a pas forcément l'argent pour te payer des heures sup, parce que, enfin... Donc bref. Il faut savoir remettre en perspective parfois ses idées. Enfin, je veux dire, dans ce sens-là, c'est pour ça que je vous le dis, c'est plutôt pour élargir les horizons plutôt que d'affirmer ou d'affirmer une solution quelconque. La quinquagénaire qui vit chez sa mère est en quête d'un emploi de secrétaire et d'assistante de direction. Elle connaît et subit depuis de longues années le chômage. Ce contrat de 6 mois lui a permis de souffler un peu. On revit quand on travaille. Le jour de ma première paye, j'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. Personne ne se complaît dans la précarité. Personne n'est heureux de vivre avec quelques centaines d'euros par mois. Ceux qui font la leçon sur les chômeurs n'ont jamais connu cette situation. Qu'ils essayent de prendre ma place pendant 3 mois. Je leur laisse tout. Mes petits revenus, mon logement, mes soucis. Tout. Et on en reparle. Valérie passe beaucoup de temps à regarder les offres d'emploi. Elle a d'ailleurs continué à chercher un travail pendant son CDD. Je postule mais je n'ai jamais de réponse. Pourtant je vois l'offre tourner quelque temps, disparaître puis revenir. C'est désespérant, ça je le vois aussi. Oh, c'est horrible. Oh, t'as envie d'étrangler le mec quand tu vois ça. Vraiment, hein. Tu vois l'offre, elle est là,
tu postules, on te dit « Non merci, on n'est pas intéressé ». Elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient, et t'es là « Mais mec, putain, je vais devoir postuler à chaque fois ?» Je me souviens de ces moments-là, putain, c'est horrible. Pourtant, ce qui me frappe également, ce sont les offres pour de tout petits contrats de quelques heures ou quelques jours, note-t-elle. On entend qu'il y a 1 million d'offres sur le site de Pôle emploi, mais il faut voir ce qui se cache derrière. Aller distribuer des flyers devant une gare pendant 7 jours et à mi-temps, c'est pas un boulot ça. Le CDI, pour moi, ce n'est pas le Graal. Mais la société fait que vous ne pouvez rien faire sans un CDI. Vous loger, faire un prêt, acheter une voiture. Et en fait, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'elle disait avant, sur le fait que c'est vrai que quand t'es au chômage, t'es beaucoup jugé. Et effectivement, moi, quand j'ai été au chômage, à un moment donné, c'était pas la joie, c'était extrêmement dur. C'était une période vraiment difficile. Et mais que ce soit psychologiquement, mais justement aussi administrativement et tout, t'as la pression, t'as des gens qui te demandent constamment ce que tu vas faire, t'essayes de t'en sortir et c'est pas facile. Parce qu'en plus, en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que en plus, si tu veux t'en sortir, c'est 2 fois plus difficile au chômage. Et c'est ça que je trouve horrible, c'est qu'au chômage, en fait, on n'essaye pas. Le chômage n'est pas fait pour aider les gens qui veulent s'en sortir. Le chômage, il est fait pour mettre la pression à tout le monde. Mais à tout le monde. Et je vous jure que c'est pas une blague. Il y en a qui pensent que c'est une légende comme ça, qu'en fait on ne juge pas les chômeurs, qu'on ne juge pas les gens. Alors peut-être que maintenant, avec le Covid, encore une fois maintenant, les regards ont un peu changé sur le chômage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés au chômage alors qu'ils avaient un emploi stable, etc. Mais moi je me souviens encore avant, il y a vraiment, même si on te le dit jamais, parfois comme ça de face, il y a toujours un truc où t'es un parasite de la société. Et pourtant, je vous le répète, moi j'ai aussi parcouru des sites où pendant toute une journée, tu cherches, tu postules, t'envoies des mails. Alors après, il faut savoir trier. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Il y a des trucs avec... Enfin oui, enfin bon bref. Donc c'est vraiment assez complexe. Parce qu'il y a aussi des trucs où... ben comme elle le dit, c'est quelques heures ou c'est un quart-temps pendant 1 mois. Et bon, enfin, allez, ok, tu prends un quart-temps pendant 1 mois. Et puis après, t'as gagné 500 € dans ton mois. Même pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un 3/4 temps à côté? Parce qu'il faut trouver un mec qui propose un 3/4 temps. Alors tu fais quoi? Un quart temps pour prendre, là, par exemple en Belgique, à un côté de Bruxelles puis de l'autre, ou un côté de Paris et puis de l'autre. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Vraiment. Et en fait, c'est pour ça que pour moi cette vidéo était relativement importante. C'est que pour moi, en fait, il faut vraiment faire attention. Si vous avez un travail et que vous connaissez pas bien le chômage, parce que moi j'ai des amis encore maintenant qui se rendent compte de ce que c'est que le chômage et qui sont en mode putain, d'accord, ok, je vois maintenant, je vois ce que tu me disais. Et je pense que oui, il y a des profiteurs dans le chômage. Oui, il y a des gens qui, de famille, et pendant 15 générations, seront au chômage et vont glander. Oui. Mais si vous pensez que c'est en durcissant les conditions de chômage que vous allez mettre ces gens sur le marché du travail, je pense que c'est vraiment une erreur. Pour moi, c'est vraiment une erreur. C'est le fameux allez, si tu bats ton gosse, eh ben, il va mieux agir que si tu l'encourages, par exemple. Moi, je pense que c'est une mentalité qui est erronée, en fait. C'est une mentalité qu'on a cru qui est typique du XXe siècle, mais qui, en fait, n'est pas une réalité, quoi. Ce n'est pas allez, pour prendre une analogie avec l'armée, on voyait par exemple pendant la Première Guerre mondiale les policiers français qui tiraient sur les soldats qui n'allaient pas assez vite à leur goût au front. Eh bien, ça ne motivait pas plus les soldats. Ça les faisait pas plus partir au front. Ça leur donnait juste envie plus de déserter parce qu'ils se disaient mais putain, si c'est pour me faire buter soit par la police française, soit par des Allemands, ben moi je me casse en fait. Et je pense que cette mentalité-là, c'est vraiment une mentalité typique du XXe siècle, de croire que c'est le bâton qui fait avancer l'homme, alors que peut-être que plutôt que le bâton, on ferait mieux de mettre une carotte. Ça, je veux que quelqu'un imprime et l'affiche dans son salon. Michael, 34 ans, prêt à accepter un salaire au-deçà de mes allocations de chômage. Des candidatures par dizaines dans un secteur qui recrute, des concessions de taille sur le salaire, mais rien n'y fait. Michael, au chômage depuis près de 10 mois, commence à être désespéré. Ça m'inquiète car plus on s'éloigne de l'emploi, plus c'est difficile d'y retourner. À l'évidence, traverser la rue ne suffit plus, il faut désormais traverser le désert. Ex-cadre commercial dans une compagnie aérienne, il a été licencié fin décembre 2020 rapidement. Le trentenaire a construit un projet de reclassement dans le management hôtelier.
On parlait déjà à l'époque d'un secteur qui allait manquer de main-d'œuvre, se souvient-il. Je me disais aussi qu'à ma connaissance du monde de tourisme, du marketing et de l'encadrement d'équipe allait jouer en ma faveur. Pour consolider son projet, Michael se forme et consulte à tout va. J'ai suivi les conseils fournis par Pôle emploi et un cabinet de reclassement. Je me suis formé en ligne via des supports gratuits pour approfondir mes connaissances en management et gestion d'outils informatiques. J'ai réalisé des enquêtes métiers auprès de professionnels du secteur. Mais depuis, les échecs se suivent et se ressemblent, souffle Michael. Michael, je ne sais pas. La plupart des candidatures reviennent avec une réponse négative, dans le meilleur des cas. Pour les grands discours, sur les besoins non pourvus dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on est clairement dans la communication absolue. Oui, les besoins existent, preuve en est des offres d'emploi régulières, mais l'ouverture à des profils hors secteur n'est pas encore à l'ordre du jour. Ou alors uniquement les offres concernant les métiers dits opérationnels comme réceptionniste, plongeur ou barman, qui ne sont pas en lien avec mon statut de cadre. Michael est toutefois prêt à revoir sérieusement ses prétentions salariales à la baisse, quitte à gagner 10 000 à 15 000 euros par an de moins qu'avant. Quitte même à accepter un salaire au-deçà de ses allocations chômage, auxquelles il a droit pendant encore plus d'1 an. Comme quoi ça prouve que les gens n'ont pas envie de rester chez eux, car c'est plus confortable, lâche-t-il, agacé par les idées reçues régulièrement véhiculées sur les chômeurs. D'ailleurs, avec Pôle emploi, j'ai l'impression d'être en permanence dans la justification de mes recherches, plutôt que dans un vrai accompagnement, regrette-t-il. Si ça n'aboutit pas, c'est forcément que je n'ai pas su bien me vendre auprès de l'employeur. C'est culpabilisant. Et c'est ce que je vous disais vraiment, hein, il y a vraiment... en fait, en Belgique, on a l'ONEM, qui est l'organisme de paiement, et Actiris, qui est un peu le Pôle emploi en France. Et en fait, Actiris, alors je crois qu'en Belgique, Actiris, c'est mieux que Pôle emploi, parce qu'en Belgique, Actiris, ils font vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours tombé sur des gens vraiment super, des gens qui voulaient vraiment t'aider à trouver un taf, qui est là et qui... voilà, moi j'ai vu des gens vraiment hyper motivés, auxquels j'aurais parlé parfois de mes problèmes, où j'ai parfois parlé aussi de la difficulté à pouvoir trouver... Enfin, ou... ouais, trouver des emplois, et alors ils compatissaient, et ils sont là, et vraiment j'ai pas eu de mauvaise expérience avec eux. Je crois que j'en ai eu un seul au téléphone qui était un gros con, mais voilà, comme dans toutes les entreprises, il y a des gros cons. Bref. Par contre, le NEM, mais quel enfer! Oh, mais quel enfer, quoi! Eux, c'est vraiment... ce sont des comptables. C'est des mecs qui sont là, et ils te disent, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? J'avais été à un moment donné, effectivement, sur place, j'avais été voir des restos. J'avais fait tous des restos, comme ça, d'affilée. J'étais venu me présenter sur place. J'avais été parler avec les patrons à chaque fois. Des patrons qui, voilà, ne voulaient pas, on m'avait dit, si vous faites ça, demandez leur adresse email ou un contact que vous puissiez leur envoyer un mail. Et pourquoi tu dois leur envoyer un mail? Ah, mais c'est pas pour avoir un emploi, hein. C'est juste pour prouver que tu es bien en recherche d'emploi. Sauf que, par exemple, moi, le 3/4 des restaurateurs, ils ont d'autres choses à foutre, en fait. Ils ont pas envie... Qui a envie d'avoir sa boîte mail spammée par des gens qui cherchent du taf alors que tu sais que t'as rien à proposer? Qui? Donc il y en a plein qui me disaient, non, mais écoutez, ce sera non, donc ça sert à rien. Et j'ai entendu souvent dans mon entourage, notamment des personnes qui sont indépendantes ou qui ont des sociétés ou quoi, qui me disaient, mais putain, ça m'énerve. Je reçois des chômeurs qui viennent et qui me disent, si vous pouviez juste me donner une preuve comme quoi j'ai postulé. Et j'avais entendu des gens qui me disaient, mais moi je refuse parce que c'est pas ça être au chômage. Mais en fait, c'est parce qu'ils se rendent pas compte que c'est ce que demande l'organisme de paiement, en fait. Ils te demandent pas d'avoir un travail. Ils te demandent juste de pouvoir prouver que tu cherches. Ils te demandent pas d'être efficace. Ils veulent juste que leur papier soit bien rempli. Voilà. Parce qu'en fait, au premier, parce que je crois que ce sont les directives de ces organismes, c'est de pouvoir virer un maximum de personnes du chômage. Et en fait, c'est hyper triste parce que, en fait, c'est pas efficace, en fait. Ça fait pas avancer les choses. Alors, encore une fois, hein, on peut parler des profiteurs, on peut parler des gens, mais c'est encore la même chose. C'est comme les policiers, en fait. C'est comme, voilà, pour parler un petit peu, voilà, je vais dire pour aller un peu plus sur du terrain qui, selon moi, est un peu plus conservateur, par exemple. L'immigration. C'est pas parce que vous avez quelques immigrés qui sont des connards que forcément tous les immigrés sont des connards. Inversement, c'est pas parce que vous avez quelques Français qui sont des connards que tous les Français sont des connards. Vous comprenez où je veux en venir? C'est que je pense qu'il y a toujours, vous savez, cette fameuse poignée, voilà, cette fameuse poignée de gens qui font de la merde. Cette poignée de gens qui vont tricher, et je pense que d'ailleurs c'est la même chose hein, quand on parle des entreprises. En fait, quand on parle des multinationales supra-riches qui fraudent, et qu'il y en a qui, quand on entend la gauche, c'est pour ça, ça me fait rire, parce que quand on entend la gauche dire « Ouais, les patrons, ces connards !» En fait, quand ils parlent des patrons, en fait, il y a plein de patrons qui entendent tous les patrons. Mais en fait, quand tu t'intéresses à la gauche,
Alors oui, il y en a dans la gauche qui disent tous les patrons, mais quand tu t'intéresses à la gauche, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils parlent de cette minorité de patrons, les multinationales ultra riches qui fraudent à foison. En fait, c'est une poignée de personnes par rapport aux indépendants, par rapport au nombre d'épiciers, de bouchers, boulangers, etc., d'épiceries, de librairies, etc. Et en fait, c'est ça, en fait, qui est à chaque fois... Moi, je crois que vraiment, on sous-estime la puissance de, parfois, de petites poignées comme ça, de vrais parasites, mais qui donnent une image comme ça de quelque chose, quoi. Comme je voyais en Flandre, voilà, des gens qui sont anti-LGBT, qui commencent à mettre des symboles, enfin des trucs de malade, on en reparlera peut-être plus tard, mais des symboles sur les maisons de gens qui sont homosexuels. Putain, mais désolé, mais ça c'est, on retourne dans les plus sombres temps de notre époque. C'est d'une tristesse sans nom. Mais est-ce qu'on peut se baser sur cette poignée pour dire que tous les Flamands sont forcément comme ça? Mais non, évidemment que non. Mais c'est eux, c'est ce qu'ils aimeraient en fait arriver à faire. Et les politiciens qui pointent les chômeurs comme si c'était les maux de la société, en fait, je pense qu'ils passent réellement à côté d'un plus gros problème en fait. C'est qu'en pointant les chômeurs, en fait, on passe à côté d'un problème qui... Enfin, c'est un peu mettre, voilà, c'est mettre la poussière sous le tapis, quoi. Ouais, c'est bon, allez, les chômeurs, regardez, enfin, je sais pas, regardez la tache sur le tapis. Et en fait, tout autour du tapis, vous voyez, c'est dégueulasse. Mais il va montrer que la tache. Et il va dire, regardez, c'est ça le problème, c'est la tache. Mais non, évidemment, il faut regarder tout le problème dans son ensemble. Et c'est pour ça que je pense vraiment, et c'est pour ça que je trouve cette vidéo vraiment importante, c'est que je pense qu'en fait aujourd'hui, le chômage, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est vraiment, ça ne respecte aucune idéologie qui est logique. Ça ne respecte ni l'idéologie de droite, ça ne respecte ni l'idéologie de gauche. Parce que ça pénalise, si on prend l'idéologie de la droite, eh bien, ça pénalise, pour le moment, le chômage pénalise les indépendants. Il pénalise aussi les gens qui sont motivés et qui cherchent du travail. Et il ne pénalise pas les gens qui n'en cherchent pas. Parce que les gens qui n'en cherchent pas, par contre, hein, les gens qui veulent vraiment rester dedans, vous inquiétez pas, ils connaissent toutes les astuces. Ils savent trouver le médecin qui va leur faire un certif. Ils vont savoir trouver des justificatifs. Alors que les autres, mais ils ont d'autres choses. Enfin, je sais pas, moi personnellement, quand j'étais au chômage, j'avais d'autres choses à foutre, sincèrement. Hein. Je rêvais juste d'une chose, de m'en sortir, quoi. Et pas d'y rester toute ma vie, quoi. Et inversement, à gauche, évidemment, bah, je sais même pas si j'ai besoin de le dire, parce que si vous êtes de gauche, vous saurez forcément pourquoi le chômage est pété. Mais à gauche, effectivement, ça n'aide personne, ça fout que la pression, et ça ne crée pas d'emploi ni rien. Donc voilà, je vois même pas... Enfin voilà, moi je ne vois vraiment pas, pour le moment, le système de chômage qui existe, je ne vois vraiment pas à qui il profite, en fait. Si ce n'est au discours un peu populiste et justement à ceux qui vont les pointer. Bref. Ghislaine, 58 ans, vous voyez des jeunes qui ont bac plus 5 et qui vont se contenter d'un SMIC, on ne peut pas lutter. Sans emploi depuis 6 ans, Ghislaine n'a aucun revenu, ni allocation chômage, ni RSA, mon mari apporte l'unique salaire du foyer. Son CV affiche 20 ans d'expérience dans le secrétariat et la comptabilité. Elle a même repris ses études pour se remettre à jour et obtenir un titre professionnel de niveau bac qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Mais depuis 3 ans, Ghislaine ne prospecte plus. J'ai baissé les bras, murmure-t-elle. J'ai longtemps cherché activement. J'avais un moral d'acier, j'étais à fond. Certains mois, j'envoyais au moins 200 CV, mais jamais je n'étais retenu. Je pense que le problème principal, c'était mon âge. Déjà à 40 ans, on me disait que j'étais trop vieille. Ghislaine a en tête... et puis aussi, elle s'appelle Ghislaine, bon... Oh, je rigole, c'était juste de l'humour, c'est juste que Ghislaine est un nom un petit peu vieillot pour nous les jeunes, et comme on est con, évidemment, on se permet ce genre de dérapage. Bah, Ghislaine, j'espère que vous ne serez pas vexés, c'était juste de l'humour, vraiment. C'était du second degré. Ghislaine a en tête une collection de motifs de refus. J'ai entendu 10 000 excuses des recruteurs, je ne les compte même plus. On m'a même dit un jour que je n'étais pas retenu parce que j'avais une voix trop bizarre. J'ai une maladie au poumon qui m'empêche de bien reprendre mon souffle. Ça me donne un débit de voix un peu saccadé. C'est désagréable de ne pas être retenu à cause de ça, mais je préfère quand on me dit la vérité finalement. Ce qu'elle décrit comme un parcours de combattant a fini par l'épuiser et la faire sombrer. Je pleurais tout le temps. Je m'étais beaucoup battu mais je ne pouvais plus. L'exigence des employeurs était trop forte. Et la concurrence aussi. Dans la salle d'attente pour les entretiens, vous voyez des gens jeunes qui ont bac plus 5 et qui vont se contenter d'un SMIC. On ne peut pas lutter. Pourtant moi aussi je demande le SMIC alors qu'on ne me dise pas que je coûte trop cher. Et ça, je vais dire en tant que jeune en fait,
j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant diplômés et qui galèrent aussi à trouver des emplois. Et j'avoue que là, je tombe un peu des nues, du coup. Parce que là, c'est tout récemment, j'ai vraiment une flopée d'amis qui commencent à chercher de l'emploi et qui me disent, mais putain, c'est chaud. C'est chaud, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un master et je vais devenir serveur. Et t'es là, ah ouais, putain, quand même, quoi. Ouf. Et à plus, vous savez, ce truc de tu fais tes études et puis après t'as une route un peu tracée. C'est très rare, c'est devenu vraiment rare, j'ai l'impression. Après, c'est mon expérience personnelle pour le coup, je le rappelle, cette vidéo est mon expérience personnelle aussi en partie. Isabelle, 30 ans, ne pas avoir de réponse des recruteurs, ça vous pourrit la vie. Un doctorat de biochimie en poche, Isabelle cherche depuis 6 mois un emploi de chef de projet ou de conceptrice rédactrice médicale. Elle n'a pas droit aux allocations chômage et se dit chanceuse d'avoir un compagnon qui travaille. Isabelle scrute les offres sur les réseaux sociaux professionnels ou des sites d'emploi spécialisés dans son domaine. Le monde de la recherche est compliqué, on est trop nombreux dans ce domaine pour peu d'emplois, constate-t-elle. Elle consigne toutes ses candidatures dans un dossier. À chaque fois, j'envoie un CV et une lettre de motivation personnalisée. J'y passe du temps, je fais des recherches sur l'entreprise. Mais les 3 quarts du temps, je n'ai aucune réponse, se désole-t-elle. Tenace, Isabelle insiste. Au bout d'un certain temps, sans nouvelles, j'écris toujours une autre lettre pour essayer de comprendre pourquoi ma candidature n'a pas été retenue. Je veux m'améliorer et avancer, mais là non plus, je n'ai jamais de réponse. Ça fait mal. Il y a des jours, c'est horrible, ça vous pourrit la vie. Alors là, mais alors, oh là là, mais ça, alors... Moi, je fais la même chose. Donc en fait, je déteste les lettres de motivation, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu copies-colles, et puis c'est bon. Je trouve que c'est trop nul. Ça sert à rien, alors autant pas postuler en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre autant demander à un robot, voilà, je fais un algorithme qui va postuler à ma place, quoi. Et en fait, il y a plein d'entreprises, et on m'a expliqué évidemment qu'il y en a plein qui sont blindés de mails, blindés d'offres, enfin de propositions. Du coup, c'est très compliqué pour elles de répondre, mais putain, c'est dur, quoi. T'envoies et tu regardes l'entreprise, tu regardes un petit peu ce qu'elle fait, et en fait, ça passe très vite, en fait. Tu passes très vite, en fait, le temps de chercher un truc déjà qui correspond. Je veux dire, qui correspond à tes critères, c'est-à-dire un CDD, un CDI, avec, on va dire, au moins un mi-temps. Moi à l'époque, je cherchais même un mi-temps. Avec aussi une entreprise qui va pas te bousiller mentalement, parce que quand ça va pas, en plus, dans ta tête, quand déjà t'es un peu, on va dire, affaibli psychologiquement, si en plus de ça, tu tombes dans une société où ils vont te démolir la gueule, laisse tomber, quoi. C'est un coup pour tomber après, encore au chômage pendant 4 ans après, donc voilà. Donc en fait, il y avait des entreprises, notamment sous LinkedIn ou des trucs comme ça, qui avaient 1 étoile. Là, je faisais « Ok, je passe !» Mais donc, en fait, du coup, j'allais voir ce que faisait l'entreprise, j'allais voir un petit peu ce qui avait l'air d'être leur point fort, etc., etc. J'écrivais une petite lettre. Et puis en fait, à la fin, t'envoies 50 CV et sur les 50, je sais pas, il y en a 3 qui te répondent. 3 qui te répondent pour te dire qu'ils t'ont pas retenu. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils te répondent pas. Ou alors ils te disent juste désolé, on a déjà trouvé ce qu'on cherchait, ou des trucs comme ça. Je vous jure, c'est hyper dur. Si vous n'avez jamais connu ça, vous avez beaucoup de chance. Vraiment, vous vous rendez même pas compte. Vraiment. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le chômage, c'est les vacances, mais il n'y a pas de vacances. C'est la pression constante. Tu dois payer des factures et des trucs comme ça, et t'as pas d'argent. Ou alors l'argent qu'on te donne, on te fout la méga pression. Moi, j'ai jamais connu... j'ai jamais été au chômage sans aucune pression. Ça n'a jamais existé. Il y a quelques semaines, la jeune femme a réussi à décrocher 2 entretiens, d'abord au téléphone puis au sein de l'entreprise. Le premier contact téléphonique était encourageant, mon CV a été applaudi, j'étais pleine d'espoir. Mais le deuxième entretien, c'était une catastrophe. La personne en face de moi faisait la gueule, il n'y a pas d'autre expression pour décrire son attitude. Je n'ai pas compris. Là encore, l'expérience s'est soldée par une immense déception et un silence humiliant du recruteur. Ils m'ont dit de surveiller ma boîte mail, mais rien, pas même un courriel de refus. J'ai fini par en déduire que je n'étais pas prise. Ce n'est pas correct. Isabelle réalise ponctuellement quelques missions de rédaction grâce à son réseau personnel. Ça me permet de ne pas devenir folle, soupire-t-elle. L'inactivité pèse sur son moral et les discours sur les chômeurs la minent. On nous considère comme des fainéants qui ne profiteraient pas d'une multitude d'offres d'emploi à notre disposition. Ça aussi, ça fait mal. Moi, je sais ce que je fais et je vois la réalité autour de moi. On est plein, on est juste plein dans ce cas. Et effectivement, je peux, voilà, moi, de mon expérience personnelle, encore une fois, hein, mais de ce que j'observe, ils ont même pas pris des gens qui ont la vingtaine, parce que moi je suis dans la vingtaine du coup, hein, et je trouve ça terrible, on se rend même pas compte à quel point c'est la merde. Et ça m'énerve parce que je vous le dis, je vois des articles passer en mode LOL MDR, il y a 1000 emplois qui s'ouvrent, par exemple, voilà, à la STIB, je voyais. Donc la Société des Transports bruxellois, donc c'est comme la RATP mais à Bruxelles.
Et en fait, tu vois que, ouais, ils cherchent des conducteurs et tout, mais ils se permettent, voilà, ils cherchent 1000 emplois, mais ils se permettent de refuser des gens. T'es là, bah ok, en fait. Bah, en fait, vous cherchez pas 1000 personnes et n'importe qui. Parce qu'en plus, sur les 1000 emplois, c'est ça le délire. C'est-à-dire que sur 1000 emplois, ils cherchaient 500 mécanos. Donc déjà, en fait, les 1000 se transforment en 500. Puis sur les 500 emplois qui restent, il y en a genre, c'est 200 pour des trucs où il faut avoir des spécialisations. Donc cadre ou des trucs comme ça. Enfin, je me rappelle plus exactement. Ouais. Bref, hein, et comme ça, petit à petit, en fait, ça se referme, et puis à la fin, bah, en fait, non, il n'y a pas de pénurie. Les mecs, ils cherchent, oui, allez, peut-être 100 conducteurs, mais du coup, ils peuvent choisir, puisqu'ils ont 1000 personnes qui se proposent. Donc forcément, ils vont prendre des gens qui ont déjà fait ça, ou qui ont... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bougent, hein, surtout avec le Covid. Bref, pour le moment, le marché de l'emploi, faites quand même attention quand vous voyez des articles passer, je vais juste dire ça, en fait, c'était juste ça le propos de lire tout cet article, en plus de partager mon expérience. C'est surtout de dire, faites vraiment gaffe quand vous voyez beaucoup d'articles passer en disant « Ouais, encore 1000 emplois, encore 500, 300 emplois qui s'ouvrent pour telle société ». Ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est vraiment de la masturbation, j'ai l'impression, politique, où les gens font « Oh mais putain, regardez, il y a des emplois qui s'ouvrent. Oh mais putain, c'est génial, quoi !» Un peu si... un peu comme si la gauche était contente parce que « Oh, mais trop bien !» Oui, on a engagé 200 fonctionnaires, comme s'ils avaient été hyper contents de ça et qu'ils le publiaient dans les journaux. Vous voyez, ça n'aurait juste aucun sens. Et vous seriez de droite, vous seriez en mode, mais putain, oh, mais 200 fonctionnaires, mais où et pourquoi faire? Bon, enfin, bref. Voilà, faites gaffe à ce que vous lisez. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Comme ça, bah, je pourrais faire un complément de mon emploi. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à vous, à bientôt. La bise!